مرحبا بك سي حاتم، تفضل. Merci. Donc, je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation pour m'avoir donné l'opportunité de parler sur ce sujet qui est très intéressant, la place des inhibiteurs des cotransporteurs sodium-glucose de type 2 dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ABC. Donc, juste pour vous rappeler donc quelques notions sur l'épidémiologie de l'insuffisance cardiaque, vous savez très bien que l'insuffisance cardiaque est une pathologie qui est très fréquente et qui en est évolution du fait du vieillissement de la population. Sa prévalence est estimée à 1 à 2% dans les pays développés. C'est une pathologie qui est grave. Un chiffre à retenir, un patient sur 5 décède après 5 ans du diagnostic. Donc, un patient sur 2 décède après un suivi donc, de 5 ans. Un autre élément très important, c'est une pathologie qui tue, mais aussi qui a une comorbidité importante puisqu'il va y avoir donc, un nombre de réhospitalisations, d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque et on estime qu'un patient sur 5 va être réhospitalisé dans le mois qui suit sa sortie de l'hôpital. Donc, après la sortie, un patient sur 5 va être réhospitalisé de nouveau donc, au service. En France, l'insuffisance cardiaque entraîne plus de 70 000 décès et plus de 150 000 hospitalisations par an. Alors, juste un petit rappel sur ce qui se passe en Tunisie. Le registre Nature-HF qui donc, a été présenté dans les journées européennes de la Société française de cardiologie en 2018. Vous voyez que donc, la mortalité est de 13% à un an, 13% à un an, et la morbimortalité est de 24%. Un patient sur 5 va avoir un événement dans l'année qui suit le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Alors, donc, cette insuffisance cardiaque, en plus de sa gravité en termes de mortalité, elle entraîne donc une augmentation des hospitalisations et par conséquent une altération de la qualité de vie. Comme vous le voyez donc, sur le schéma à gauche, la qualité de vie donc, diminue donc, en fonction de la symptomatologie. Plus le patient est symptomatique en classe 4, plus la qualité de vie est estimée par le questionnaire de la Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Donc, la qualité de vie diminue. En plus, la qualité de vie aussi diminue en fonction du nombre d'hospitalisations. Plus le patient est hospitalisé, plus la qualité de vie, bien entendu, va diminuer. À chaque hospitalisation, il va y avoir une altération de la fonction myocardique. Et cette altération de la fonction myocardique ne récupère jamais l'état avant l'hospitalisation. Après chaque hospitalisation, il y a une dégradation, une altération de la fonction myocardique à la longue. Donc, du fait de ces hospitalisations, il va y avoir une déchéance myocardique et donc l'évolution vers l'état très altéré de la fonction myocardique. Donc, ces hospitalisations, ces réhospitalisations sont liées au pronostic aussi. Comme vous le voyez sur le schéma donc à gauche, les patients qui ont le pronostic, le meilleur pronostic, donc c'est à gauche, en bas, en pointillé, ce sont les patients qui sont hospitalisés pour la première fois et dont la durée d'hospitalisation est moins d'une semaine, moins de 7 jours. Si on les compare donc à droite, les patients qui ont le mauvais pronostic sont les patients qui ont été hospitalisés pour la 3e fois et dont la durée d'hospitalisation plus de 3 semaines. Donc, plus le nombre d'hospitalisations est important,
et la durée d'hospitalisation est importante, plus la survie est mauvaise, bien entendu. Ce qui fait que actuellement, donc le traitement ou les objectifs thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque ne sont plus de réduire la mortalité uniquement, mais aussi de réduire les hospitalisations. Donc, réduire les hospitalisations, éviter les hospitalisations des patients en insuffisance cardiaque est un élément très important. C'est un événement qui est devenu parmi les critères primaires de jugement dans les différentes études récentes. Alors, que vient faire actuellement un traitement conçu pour traiter les diabétiques dans l'insuffisance cardiaque? Juste un petit rappel sur l'homéostasie glucidique. Vous savez que le glucose est réabsorbé dans 90% par ses cotransporteurs sodium-glucose au niveau du tube contourné proximal et dans 10% par les cotransporteurs de type 1. Donc, ces cotransporteurs vont réabsorber le glucose, ce qui fait qu'il va y avoir une excrétion de glucose minime. Ce qui vient faire, donc, c'est les inhibiteurs de la réabsorption de glucose, ils vont inhiber ces cotransporteurs et par conséquent, il va y avoir de la glucosurie, mais aussi donc, de la natriurèse. Alors, vous savez qu'il y a une relation entre l'excrétion urinaire, je ne vous rajoute rien, vous êtes des endocrinologues, il y a une relation entre l'excrétion urinaire de glucose et la glycémie. Et vous voyez, chez un sujet normal, à partir d'une glycémie de 1,80 g, on va avoir une glycosurie. Pour le diabétique, ce seuil est un peu plus dévié à droite. Alors, ce que vient faire les inhibiteurs de la réabsorption de glucose, ils vont dévier ce seuil à gauche, c'est-à-dire donc on va avoir de la glucosurie à un taux de glycémie inférieur à 1,8 g pour un sujet normal. Mais un élément très important, un sujet sain qui n'est pas diabétique, donc en dessous de 1 g, il n'y a pas de risque, ces inhibiteurs des cotransporteurs de type 2 ne fonctionnent plus et donc il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. Ça, ce qui est donc très important. Donc, les effets de ces inhibiteurs de la réabsorption de glucose sodium, réduction modeste de l'effet hypoglycémiant chez les diabétiques, surtout pas d'effet hypoglycémiant chez les normoglycémiques, un effet natriurétique et diurétique modéré et une réduction modérée de la pression artérielle et du poids. Plusieurs études randomisées évaluant la sécurité cardiovasculaire de ces nouveaux SGLT2 inhibiteurs chez les diabétiques de type 2. En effet, depuis 2007, l'Agence américaine des denrées alimentaires et des médicaments a exigé des études de sécurité pour tout médicament pour le diabète. Il faut qu'il soit inoffensif en termes de mortalité cardiovasculaire, puisqu'on sait que les diabétiques, en majorité, ils décèdent par des problèmes cardiovasculaires. Et on a vu avant 2007 des médicaments qui font baisser la glycémie. Donc, l'endocrinologue, il est très content, le malade aussi. Mais en contrepartie, chez des patients donc, à risque de développer de l'insuffisance cardiaque, vont avoir un effet néfaste et donc ces patients vont être hospitalisés pour des problèmes d'insuffisance cardiaque. À partir de 2007, toutes les études, tous les nouveaux médicaments doivent subir ces études. Donc, plusieurs études ont été faites, notamment les études Impact Outcome avec l'empagliflozine, l'étude Canvas, Declare, Timmy, 58, Vertis. L'objectif primaire étant un objectif de sécurité, de non-infériorité sur les problèmes cardiovasculaires, l'infarctus non fatal et donc les AVC. Alors, ces études randomisées évaluant la sécurité de ces nouveaux inhibiteurs de la réabsorption de glucose ont montré une efficacité en termes de réduction de l'événement primaire, le critère primaire de jugement, comme vous le voyez dans ces trois grandes études. Aussi, un fait qui a été démontré lors de ces études, qu'il va y avoir une prévention de l'insuffisance cardiaque chez le patient à risque. Le patient diabétique peut développer de l'insuffisance cardiaque. Et donc, on a trouvé donc, un élément très important que ce médicament permet la prévention de l'insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques
et une réduction du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les diabétiques de type 2. Et vous voyez dans toutes les études, la différence est significative donc, en faveur du traitement par les inhibiteurs de la réabsorption de glucose, notamment dans l'étude Empiric Outcome, Canvas et DECLARE. Donc, si ça marche chez les diabétiques, pourquoi pas chez les non-diabétiques? Et de nouveaux études ont été conduites comparant tolérance-efficacité de ces nouveaux inhibiteurs de la réabsorption de glucose chez des patients à fraction d'éjection abaissée avec ou sans diabète. Parmi ces études, donc, il y a deux grandes études, on va les voir. L'étude d'APA-HF, donc dapagliflozine dans l'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection diminuée, qui a inclus 4700 patients. Et le critère principal, donc, comme vous l'avez vu, donc, première survenue d'un épisode d'aggravation de l'insuffisance cardiaque, donc c'est un critère majeur, et le décès de cause cardiovasculaire. Les principaux critères d'inclusion sont des patients en insuffisance cardiaque symptomatique de classe 2 de la NIGA-CHA à 4, avec une fraction d'éjection moins de 40% et un taux de pro-BNP élevé. Les patients exclus, bien sûr, des patients qui ont une insuffisance rénale donc, sévère et ou une pression artérielle systolique moins de 95. Donc, un élément très important, ce sont des patients qui sont très bien traités sur le plan de l'insuffisance cardiaque. Comme vous le voyez, dans ces patients, 14% reçoivent des IEC-ARA2 ou de l'association sacubitril/valsartan. 96% sous bêta-bloquants et aussi 70% sous antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes. Donc, cette étude a montré donc, une réduction importante de 30%, plutôt de 26% de critères primaires principaux donc, de jugement. Comme vous le voyez, les deux courbes, en rouge, c'est les patients traités par la dapagliflozine. Un élément important que le bénéfice apparaît dès le premier mois et donc persiste jusqu'à 2 ans de suivi. Le critère, donc, le critère sur l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aussi, donc il y a une réduction de 30%. Les critères donc, de décès de cause cardiovasculaire, il y a une réduction de 26%. Et aussi, il y a un effet sur la mortalité en réduisant donc, la mortalité globale de 17%. Alors, ce bénéfice, puisque parmi les critères d'inclusion, 50% diabétiques, 50% non diabétiques, ce bénéfice donc, persiste, que ce soit le patient diabétique ou non. Vous voyez? Mais aussi, ce bénéfice persiste, quel que soit le traitement qui est reçu par le patient. Donc, des questions se sont posées. Est-ce que ce traitement pourrait être efficace si des patients bien traités avec les nouveaux médicaments, notamment le sacubitril/valsartan, qui est un nouveau médicament de l'insuffisance cardiaque? Eh bien, oui, ça reste efficace malgré que des patients donc, reçoivent ce traitement qui est tout nouveau de l'insuffisance cardiaque. La deuxième étude, c'est l'étude Impel-Reduced, donc, qui a été publiée il y a une année maintenant, et que donc, les objectifs de l'étude sont donc, un critère primaire qui est le décès cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Le deuxième critère secondaire qui est le total, donc les hospitalisations de façon générale, et le troisième critère, le deuxième critère, donc critère secondaire, c'est le déclin de la fonction rénale. Et ben, cette étude a donc randomisé 3730, 1800 ont reçu l'empagliflozine et 1800 ont reçu le placebo. Alors, donc, ces patients sont des patients qui sont un peu plus graves que les patients qui ont été inclus dans l'étude d'APA-HF. Comme vous le voyez, une fraction d'éjection un peu plus basse, des taux de NT-proBNP un peu plus élevés, une insuffisance rénale, donc un débit de filtration glomérulaire un peu plus bas, 61 versus 66, et des patients mieux traités puisqu'ils sont 18% sous sacubitril/valsartan.
Alors, les résultats de cette étude, Reduced, vous voyez que la courbe en bleu, il y a une réduction de 25% du critère primaire. Le critère secondaire aussi est atteint puisqu'il y a une réduction sous empagliflozine des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Aussi, en ce qui concerne le déclin de la fonction glomérulaire, vous voyez, après l'introduction de l'empagliflozine, il y a une petite baisse de la fonction glomérulaire, mais à la fin, après 2 ans, vous voyez que le groupe sous empagliflozine l'emporte, puisque les patients qui sont sous placebo vont voir leur fonction glomérulaire diminuer tout au long de ces donc 24 mois, alors que les patients sous empagliflozine vont avoir une petite baisse tout d'abord, puis après, donc la courbe est pratiquement horizontale. Alors, en résumé, cette étude a montré un bénéfice pour le critère primaire, le critère secondaire et le critère aussi, deuxième critère secondaire. En ce qui concerne la tolérance maintenant du traitement et la sécurité d'emploi, vous voyez que pratiquement l'empagliflozine est comparable au placebo et il n'y a pas d'acidocétose, zéro acidocétose. Il y a une petite élévation des infections urinaires et génitales, mais pas plus. Il n'y a pas d'hypotension plus importante ou une hypovolémie. Tout ça, donc tous les éléments sont comparables au placebo. Cette méta-analyse donc, a poulé tous les patients, que ce soit dans la DAPA-HF ou Impact Reduced, et a montré que le bénéfice persiste pour les patients. Donc, le critère primaire étant première hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou décès cardiovasculaire, vous voyez que le bénéfice est de 26%. C'est donc à gauche de la ligne d'identité. Donc, il y a un bénéfice de ces 2 médicaments concernant le critère primaire, mais aussi décès cardiovasculaire et première hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Alors, de quoi survient comment expliquer le bénéfice de ces inhibiteurs de la réabsorption de glucose? Vous voyez donc il y a plusieurs explications. Ça permet de diminuer la précharge en augmentant la natriurèse, on diminue la pression artérielle, un effet diurétique, une vasodilatation, mais aussi un effet métabolique en changeant l'énergie et la consommation par l'augmentation des corps cétoniques et aussi par une action directe sur le cœur. Alors, ces mécanismes d'action aussi, donc les bienfaits de ces inhibiteurs de la réabsorption de glucose peuvent aussi être expliqués par l'amélioration de la fonction rénale, puisqu'on a vu qu'il va y avoir donc une amélioration sur les reins. Alors, de ce fait, de ces 2 grandes études, les sociétés savantes ont changé leurs recommandations. Ça, c'est les recommandations de la société américaine qui a mis à jour ces recommandations. Et vous voyez en bas que les inhibiteurs de la réabsorption de glucose, sodium glucose de type 2, donc, peuvent être prescrits précocement d'emblée. Et actuellement, donc, il préconise une prise en charge donc, horizontale. On peut prescrire tous les médicaments en même temps. 4 jours, il y a pratiquement 4 jours, les recommandations européennes suivent les recommandations américaines et donc il n'y a pas de changement, c'est très clair. Ces recommandations viennent dans le même sens de ces études et des recommandations américaines. Les inhibiteurs de la réabsorption de glucose, comme vous le voyez, sont devenus de classe 1. Donc, on peut les prescrire dapagliflozine ou empagliflozine. Tout ce qui est en vert, c'est classe 1. Hein. Donc, je vais terminer. Donc, Désolée. D'accord. Donc, les inhibiteurs de la réabsorption de glucose
sont considérés comme un pilier majeur de l'insuffisance cardiaque. Il faut juste les mettre sur le terrain. Donc, on a les recommandations, mais il faut les mettre sur le terrain. Il y a donc une inertie qui peut être liée aux prescripteurs, aux médecins, mais il faut commencer. Alors, la question, ce n'est pas faut-il le prescrire, mais quand le prescrire. Actuellement, il faut le prescrire d'emblée, dès le début, avec les quatre médicaments de l'insuffisance cardiaque. Donc, 4 médicaments en 4 semaines. Il ne faut pas attendre le patient. Donc, je vais conclure. Les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 ont montré leur efficacité chez les patients insuffisants cardiaques avec dysfonction ventriculaire gauche, indépendamment du statut diabétique. Ajoutés au traitement standard de l'insuffisance cardiaque, les inhibiteurs de la réabsorption de glucose, sodium-glucose, empagliflozine et dapagliflozine permettent une réduction de la mortalité cardiovasculaire, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et la détérioration de la fonction rénale. Le profil de tolérance est aujourd'hui mieux connu et globalement satisfaisant. Je vous remercie. Voilà, oui, pour cette présentation, cette conférence. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui. D'accord. Pour les patients diabétiques, ce que je fais en pratique, donc je prescris les inhibiteurs, mais je les adresse donc, en collaboration avec les endocrinologues parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie. Donc, il faut diminuer les doses d'insuline. Il faut qu'il voit son endocrinologue le plus tôt possible. En ce qui concerne les amputations, généralement, c'est en rapport avec l'hypoglycémie. Voilà. Bien sûr, bien sûr. C'est ça l'importance de la collaboration entre cardiologue et endocrinologue. Là, j'ai parlé uniquement des patients non diabétiques, des patients insuffisants cardiaques non diabétiques. Donc, ce n'est pas le traitement des diabétiques, c'est le traitement maintenant des cardiologues. Donc, les endocrinologues ne veulent pas c'est le cardiologue, l'inertie existe, l'inertie, je vous ai dit que l'inertie est en partie liée au prescripteur, donc c'est au cardiologue de prescrire, d'adresser le patient. C'est une excellente remarque par rapport justement à l'amputation, à l'association à l'insuline. Par rapport à les amputations, on a observé ce risque relatif d'amputation que dans une seule étude, à ma connaissance, c'est la dapagliflozine, comme a bien précisé le Dr Boulaoui. Ça a été attribué à un surrisque d'hypovolémie chez les patients. Et donc, ce qu'on dit, c'est que finalement, il n'y a pas un surrisque réellement. Après, comme on a vu les autres études, Emperor Reduced, Emperor Preserved, donc, il n'y a pas réellement ce surrisque d'amputation n'a pas été réellement observé. Mais bon, bien évidemment, chez un patient, il y a une amélie, une artérite, voilà, une lésion au niveau des membres artériels sévères ou avec une lésion, il vaut mieux peut-être ne pas initier par précaution le traitement. Par précaution, si vraiment il y a une atteinte avancée, des lésions, une artérite sévère avec une atteinte cutanée. Maintenant, par rapport à l'association inhibiteur SGLT2 et insuline, je ne sais pas, je connais le staff qui est réticent par rapport à l'insuline, ce n'est pas du tout contre-indiqué l'association. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est juste, il n'y a pas un surrisque, ces médicaments ne sont pas vraiment, n'entraînent pas d'hypoglycémie par rapport à d'autres molécules. Maintenant, on va citer des sulfamides. C'est avec l'insuline, femme.
la possibilité d'une hypoglycémie, c'est juste qu'il faut effectivement, qui m'a Dr Boulaoui, donc une concertation entre diabétologue et cardiologue. Maintenant, c'est une molécule bien présentée par Dr Boulaoui, qui est une molécule qui va être prescrite par les cardiologues. Elle va être prescrite pour le traitement de l'insuffisance cardiaque à partir du moment où c'est une molécule, c'est des recommandations par la société, que ce soit américaine ou européenne de cardiologie. Pour les diabétologues, c'est un traitement qui est normalement préventif. Il y a un traité, et c'est un antidiabétique oral, mais c'est un traitement préventif. Je vais prévenir l'insuffisance cardiaque diabétique en donnant cette molécule-là. D'accord? Merci. S'il y a d'autres questions? Donc, j'invite le deuxième orateur, le docteur Dédé Boudet, pour présenter sa conférence « Cardioprotection des analogues de la GPA ». Merci, Dr Boulaoui. Merci, Madame la Présidente. Merci, honorable assistance. Je remercie le comité d'organisation des journées afro-européennes de cardiologie pratique. Au pointeur qui fait, je fais le قدامية. Voilà. Si je vais pointer. D'accord, ok, merci. Je ne sais pas. Ah, d'accord. D'accord, ok. Donc, je disais, je remercie le comité d'organisation des journées afro-européennes de cardiologie pratique pour m'avoir associé au programme scientifique pour parler de la cardioprotection des analogues de la GLP-1. Vous savez tous qu'on vit une explosion de l'épidémie de diabète partout dans le monde, mais surtout dans notre région, la région MENA. Et la fréquence de diabète, elle est estimée par les études locales tunisiennes à plus de 15% de la population âgée de plus de 20 ans. Les conséquences de ce diabète sont les plus importantes au niveau cardiovasculaire et en particulier au niveau cardiovasculaire, en particulier au niveau coronarien, dont l'atteinte conditionne le pronostic. Chez les patients diabétiques, en effet, on estime la mortalité à 60% par cause cardiovasculaire. L'approche thérapeutique en diabétologie a longtemps été glucocentrique avec l'objectif primaire de corriger l'hyperglycémie pour prévenir ses complications. Mais si cette stratégie était efficace sur les complications micro-angiopathiques, en particulier sur la rétinopathie, cette stratégie était inefficace, voire même potentiellement dangereuse quant à la prescription protection cardiovasculaire. Ceci a été démontré par les grandes études en diabétologie, à savoir l'UKBDS en 1997 et puis l'étude d'accord Advance et VADT qui n'ont pas montré de protection cardiovasculaire en intensifiant le traitement de diabète, voire même une aggravation avec l'étude Accord, sauf exception donc, du bras traité par metformine dans l'étude UKPDS qui a vu donc, son risque cardiovasculaire diminuer donc, durant cette étude. Alors, ces effets potentiellement délétères cardiovasculaires des molécules utilisées dans le bras intensif, notamment les sulfamides et les insulines, peut être expliqué par la fréquence des hypoglycémies. Ces hypoglycémies vont activer le système sympathique et vont être responsables de troubles de rythme, responsables de décès cardiovasculaires, mais surtout par la prise de poids. Et cette prise de poids va aggraver les facteurs de risque liés au syndrome métabolique et l'insulinorésistance. Cette insulinorésistance qui est au cœur même donc de pronostic cardiovasculaire du patient diabétique, certes par les effets métaboliques tels que la dyslipidémie, l'hyperglycémie et l'hypertension, mais aussi d'autres facteurs, à savoir une hypofibrinolyse, l'inflammation, la microalbuminurie et la dysfonction endothéliale qui vont donc être tous donc, à l'origine de la maladie athéromateuse chez le patient diabétique. Et c'est pour ça... Alors... Et c'est pour ça que le risque vasculaire est devenu au centre même de la stratégie thérapeutique dans le diabète de type 2. Et c'est pour ça aussi que la FDA, comme l'a noté Dr Boulaoui, a exigé
que tout traitement antidiabétique doit apporter l'épreuve de son iniquité cardiovasculaire, voire un bénéfice cardiovasculaire, et ceci a donné lieu à un nombre impressionnant de larges essais cliniques prospectifs versus placebo, avec l'émergence de 2 classes thérapeutiques en matière de protection, à savoir les inhibiteurs de la SGLT2 et les analogues de GLP-1 qui vont faire donc l'objet de cette présentation. Et donc, les conséquences sur la pratique, ça a été avec le changement donc, des recommandations. Ces recommandations, donc, actuellement, tiennent en compte l'état cardiovasculaire et rénal du patient diabétique, c'est-à-dire si on voit un patient diabétique, on va l'évaluer tout d'abord sur le plan cardiovasculaire, et si le patient, il s'avère que c'est un patient qui a une atteinte cardiovasculaire avérée ou qu'il est à très haut risque cardiovasculaire, on va d'emblée prescrire, donc après l'échec de la metformine, donc les analogues de la GLP-1 ou les inhibiteurs de la SGLT2, selon le cas, on va voir après les recommandations. Donc, ces recommandations se confirment avec les dernières recommandations de la date 2021 et on voit que, alors je vais essayer, ça ne marche pas, donc on voit tout à droite que si votre patient donc, a une atteinte cardiovasculaire confirmée, sans insuffisance cardiaque ni insuffisance rénale, on prescrivra en premier lieu un analogue de la GLP-1 qui a fait ses preuves en matière de cardioprotection. Je ne sais pas, ça ne passe pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, ah voilà, c'est bon, c'est pas grave, merci. Donc, voilà, c'est pas de là. Merci. Donc, désolé. Donc, c'est quoi le GLP-1? Le GLP-1, c'est un peptide qui fait partie des incrétines. Incrétine pour intestine secretion insuline. Donc, avec le GIP, ce sont 2 peptides qui vont, donc, suite à l'ingestion orale de glucose, vont donc stimuler la sécrétion de l'insuline. Cet effet incrétine a été noté lorsqu'on a constaté qu'après une ingestion d'une charge orale de glucose et d'une charge veineuse de glucose, il y avait une différence dans l'insulinosécrétion et on voit très bien que donc l'insulinosécrétion, elle est très importante. Donc, il y a un pic de sécrétion lorsque le glucose est pris par voie orale et c'est l'effet incrétine en fait. Et cet effet incrétine, il est altéré chez les patients diabétiques de type 2. Alors, comment ça se passe pour l'effet incrétine? En fait, sous l'action d'un repas donc, chez un sujet sain, il y a une sécrétion de 2 peptides importants par les cellules L intestinales, donc duodénales, donc à savoir le GIP et le GLP-1. Ces 2 molécules vont être donc sécrétées dans le sang portal et vont être ils vont être à l'origine d'une action essentiellement pancréatique avec stimulation de la cellule bêta. Donc, la cellule bêta avec donc, vous voyez ici, avec une stimulation de la sécrétion de l'insuline. Ceci a pour conséquence une augmentation du captage du glucose par les tissus périphériques. Et deuxième effet pancréatique, c'est sur les cellules alpha. Les cellules alpha avec une diminution de la sécrétion du glucagon et une diminution de la production hépatique de glucose. Alors, inhibiteur de ce peptide, le GLP-1 et le GIP, vont agir aussi donc, sur l'homéostasie glucidique par différents autres mécanismes, à savoir un mécanisme, une action sur le cerveau en augmentant la satiété et en diminuant l'appétit. Ces molécules aussi vont augmenter la vidange gastrique, donc et diminuer l'acidité gastrique. Ceci va avoir comme effet une diminution de poids. Et puis, ces molécules ont des récepteurs ubiquitaires partout dans l'organisme, notamment aussi cardiaque et vasculaire. Et ceci va être à l'origine d'une protection cardiovasculaire. On va voir donc qui reste à confirmer. Pardon. Alors,
Sur le plan pratique, il y avait donc on a voulu profiter de ces effets de GLP-1 et de GIP, et donc on a vu l'instauration ou la découverte donc de deux molécules, à savoir les inhibiteurs de la DPP4, qui est l'enzyme qui va dégrader le GLP-1 pour donner donc une demi-vie assez longue pour le GLP-1 physiologique, ou aussi des analogues de GLP-1 qui sont des molécules dont la structure est avoisinante du GLP-1 physiologique, mais avec une longue action, une longue durée d'action. Pardon, je sais pas. Alors, ces molécules GLP-1, on dispose maintenant de plusieurs molécules, à savoir donc des molécules qui sont apparentées au GLP-1 humain, à savoir donc la liraglutide, l'albiglutide, la dulaglutide et la semaglutide, et des molécules qui sont dérivées de l'exandine 4 d'origine donc salivaire du lézard, à savoir l'exénatide retard et l'exénatide. Alors, les premières études faites avec les GLP-1 pour montrer la sécurité cardiovasculaire, ce sont les études, premièrement l'étude LEADER. Cette étude a étudié l'effet de la liraglutide contre placebo et a inclus à peu près 9000 patients diabétiques. L'âge à l'inclusion était plus de 50 ans avec une atteinte cardiovasculaire avérée, ou plus que 60 ans avec un haut risque cardiovasculaire. La durée de l'étude était de 3,8 années, avec un critère de jugement primaire qui était la survenue de décès cardiovasculaires ou la survenue d'événements cardiovasculaires tels que l'IDM et l'AVC non fatal. Les études cette étude a montré une non-infériorité par rapport au placebo, mais aussi une supériorité par rapport au placebo, avec donc une diminution de la survenue d'événements cardiovasculaires. Cette étude aussi a montré une réduction de risque de mortalité toute cause, donc de mortalité cardiovasculaire avec un P significatif, et une réduction de la mortalité toute cause confondue. Alors, à côté de ces effets, donc cette étude a montré un effet bénéfique des analogues de la liraglutide sur la néphropathie diabétique, donc avec une diminution de la survenue de nouveaux cas de néphropathie diabétique ou diminution de la progression de la maladie rénale. La deuxième étude très importante était l'étude SYSTENE 6, qui a étudié l'effet de la semaglutide sur la survenue d'événements cardiovasculaires chez les diabétiques de type 2. Et cette étude a montré une non-infériorité et une supériorité par rapport à placebo, donc quant à la survenue d'événements cardiovasculaires, mais n'a pas montré en fait de bénéfice sur la réduction de la mortalité cardiovasculaire avec un P à 0,92. Donc aussi, cette étude n'a pas montré d'effet sur la survenue d'IDM non fatale, mais cette étude a montré un bénéfice certain sur la survenue des AVC non fataux, et cette diminution de risque d'AVC explique probablement l'effet dans la réduction de la survenue des événements cardiovasculaires. Alors, en plus, un critère secondaire important montré avec cette étude, c'est la diminution de le recours à la revascularisation, à la revascularisation cardiaque, et aussi une diminution de la prévalence de la rétinopathie et de la néphropathie, voire l'amélioration de l'évolution de la maladie rénale. Alors, l'étude pionnière a évalué la semaglutide cette fois, mais par voie orale, et cette étude n'a pas montré d'infériorité par rapport au placebo, mais n'a pas montré aussi de supériorité quant à la survenue de mortalité ou des événements cardiovasculaires. L'étude ELIXA a étudié le lexinatide chez les patients diabétiques, cette fois en décours d'un syndrome coronarien aigu. Cette étude a inclus 6000 patients. Les critères d'inclusion étaient des patients en post-syndrome coronarien aigu. La durée était de 2 ans et les critères de jugement primaire étaient le décès cardiovasculaire ou l'IDM, la survenue d'IDM ou d'AVC non fatal ou d'hospitalisation pour un corps instable.
Et donc, cette étude n'a pas montré de bénéfice donc, sur la survenue des différents événements cardiovasculaires ou de mortalité cardiovasculaire chez les patients en post-IDM. Alors, une étude aussi importante, c'est l'étude Harmony qui a étudié un analogue du GLP-1 assez récent. C'est l'étude, donc c'est l'albiglutide. Et cette étude a étudié donc l'effet de l'albiglutide en injection hebdomadaire sur 9000 patients randomisés avec critères d'inclusion des diabétiques moins jeunes, des plus jeunes ici, donc avec un âge qui est plus de 40 ans, avec atteinte macrovasculaire confirmée pour tous les sujets inclus. La durée était sur 1,5 ans et les critères de jugement primaire étaient la survenue de décès cardiovasculaires ou aussi donc d'événements cardiovasculaires non fatals. Alors, cette étude a montré une supériorité par rapport au placebo, avec une réduction significative des événements cardiovasculaires, avec aussi une réduction donc de taux de survenue de l'IDM, d'un IDM, mais elle n'a pas montré de supériorité quant à la survenue de mortalité cardiovasculaire ni d'accident vasculaire cérébral. Alors, l'étude Excel, c'est une étude, c'est la plus large étude faite, elle était faite avec l'exénatide, elle a donc intéressé 14 000 patients et elle a essayé, essayé l'exénatide retard en hebdomadaire contre placebo. Les critères d'inclusion étaient des diabétiques adultes avec donc des atteintes macrovasculaires. Ici, 70% des patients incriminés avaient une atteinte cardio-macrovasculaire ou des patients sans atteinte cardiovasculaire. La durée était de 3 ans et les critères de jugement primaire étaient les décès cardiovasculaires par IDM ou par AVC. Et cette étude, en fait, n'a pas montré donc de supériorité quant au placebo, mais a montré une non-infériorité par le placebo, donc quant à la survenue de tout, donc les événements cardiovasculaires et la mortalité cardiovasculaire. L'étude Rowant, c'est une étude qui a donc étudié l'effet de la dilaglutide contre placebo, qui a inclus 9000 patients. Les critères d'inclusion étaient des diabétiques de type 2 avec atteinte cardiovasculaire ou avec facteur de risque cardiovasculaire. La durée était de 5 ans. Les critères de jugement primaire étaient le décès cardiovasculaire, la survenue d'EDM ou d'AVC aussi. Et donc, cette étude a montré un effet bénéfique significatif sur la réduction des événements cardiovasculaires, un effet non significatif sur la mortalité, toutes causes confondues. Il n'y avait pas aussi de réduction par mortalité cardiovasculaire et il y avait donc une diminution de risque de survenue des accidents vasculaires cérébraux. Alors, un effet très important montré par cette étude, c'est l'effet sur la néphropathie avec une réduction de la survenue de nouveaux cas de macroalbuminurie et une réduction de l'évolution de la maladie rénale. Donc, comment en fait ces analogues de GLP-1 préviennent ou sont incriminés dans la prévention des risques cardiovasculaires? Par des effets indirects, il y avait moins d'hypoglycémie. Donc, les analogues du GLP-1 ne donnent pas assez, généralement des hypoglycémies ou des hypoglycémies sévères, donc moins de risque de mortalité par trouble de rythme. La perte pondérale est un élément important ici. Effectivement, il y avait donc une réduction du poids avec les différents, avec certains analogues du GLP-1, tels que le cas avec l'exénatide et surtout avec la liraglutide. On voit ici qu'avec la liraglutide, il y a une diminution importante du poids qui peut aller jusqu'à 9 kg en 20 semaines avec la liraglutide 3 mg. Alors, avec l'albiglutide, il n'y avait pas donc de différence significative avec placebo. Un autre mécanisme peut expliquer ces effets sur le risque cardiovasculaire, c'est l'effet sur l'HTA et les paramètres lipidiques. En effet, donc, ça a été démontré que les analogues du GLP-1 diminuent les triglycérides, un effet faible ou léger sur l'LDL cholestérol et l'HDL cholestérol, mais une diminution prouvée sur le cholestérol total.
Alors, à côté de ces effets indirects, il y a les effets directs des analogues du GLP-1 et on estime que, donc ça a été démontré que le GLP-1 a un effet direct sur la cellule, donc sur la paroi vasculaire, en améliorant la fonction endothéliale, en augmentant l'acide nitrique, en diminuant l'expression des molécules d'adhésion, en diminuant donc l'activation et la prolifération des cellules musculaires lisses et en diminuant donc l'inflammation vasculaire et l'accumulation des lipides au niveau de la paroi vasculaire. Ça a été démontré par certaines études de recherche, telles que cette étude, par exemple, qui a montré l'effet bénéfique de la liraglutide sur donc la fonction, donc sur les paramètres endothéliales. Et on sait que en matière d'événements cardiovasculaires, en matière de cellules endothéliales, il y a des monocytes qui vont adhérer à la paroi endothéliale et qui vont donc libérer le monoxyde d'azote dans la cellule endothéliale. Le temps, d'accord, je termine. Donc, cet monoxyde d'azote va donc sous l'action de l'enzyme ENOS être synthétisé et activé pour donc réduire les différents paramètres donc vasculaires, à savoir donc la contraction, la prolifération, la migration des cellules lisses, musculaires lisses, la diminution de l'oxydation du LDL cholestérol et l'inhibition de l'adhésion et l'agrégation plaquettaire. Et ça a été démontré avec cette étude que l'adjonction de la liraglutide va inhiber l'effet des différentes molécules du stress oxydatif sur donc l'adhésion et sur la synthèse de monoxyde d'azote. Alors, effet classe ou effet molécule, probablement effet molécule, puisqu'il y a une disparité des résultats des essais cliniques. Mes populations ici sont différentes, des réditides différentes, donc il n'y a pas d'études comparant les différentes molécules. Et donc, ici, on revient aux recommandations. Donc, chez nos patients diabétiques, si le patient a un risque cardiovasculaire confirmé, une atteinte élevée ou atteinte cardiovasculaire confirmée, on prescrit un analogue du GLP-1 qui a montré son efficacité sur les événements sur le risque cardiovasculaire, ou aussi, si contre-indication au GLP-1, on peut prescrire un inhibiteur de la SGLT2. Si le patient a une insuffisance cardiaque, on prescrira en premier lieu un inhibiteur de la SGLT2. Et si le patient a une atteinte rénale, on va favoriser donc les inhibiteurs de la SGLT2, sauf s'il y a une insuffisance rénale, on prescrit alors un analogue de GLP-1 donc, qui a montré son efficacité en matière de prévention de la maladie rénale. Et bien sûr, après, il y a donc pour les patients qui n'ont pas d'atteinte cardiovasculaire confirmée ou un très haut risque cardiovasculaire, alors l'ADA ou les experts nous laissent le choix, mais toujours les inhibiteurs DPP4, les inhibiteurs SGLT2 auront leur place en deuxième lieu après échec de la metformine et notamment avant association avec l'insuline, puisque cette association va diminuer la prise de poids observée avec insuline et donc améliorer les différents facteurs de risque cardiovasculaire et par conséquence, donc les événements cardiovasculaires chez nos patients. Alors, pour conclure, donc l'un des objectifs majeurs dans la prise en charge des patients diabétiques est de prévenir les événements et la mortalité cardiovasculaire. Il y a nécessité de contrôler les facteurs de risque, ces facteurs de risque cardiovasculaires, et tout traitement antidiabétique, au-delà de chiffres glycémiques, doit répondre aux critères de sécurité et de prévention cardiovasculaire. Les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs de la SGLT2 semblent les plus promoteurs dans ces domaines, et des essais cliniques randomisés comparant l'effet classe et l'effet molécule d'une part, et l'association de deux classes d'autre part, seront d'un grand apport pour donc la pratique clinique. Merci. Merci. Présentation très claire. Donc, il y a des questions. Donc, merci. 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 Moi, j'ai une petite juste parenthèse, parce que c'est vrai que ce sont deux molécules, les inhibiteurs de SGLT2, de nouvelles molécules, les analogues de GLP-1 de nouvelles molécules pour les endocrinologues, mais également de nouvelles molécules pour les cardiologues.
Les inhibiteurs de SGLT2, donc les inhibiteurs de SGLT2, bien évidemment, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment rentrer dans la pratique, et ils doivent apparemment rentrer dans la pratique des cardiologues à partir du moment où la Société de cardiologie, dans ses recommandations pour les insuffisances cardiaques, que ce soit chez les diabétiques ou chez les non-diabétiques, la prescription de ces inhibiteurs de SGLT2 elle est fortement recommandée. Maintenant, pour les analogues de GLP-1, ça sera beaucoup plus peut-être quand même chez les endocrinologues. Et juste pour rebondir sur la petite remarque du résident tout à l'heure, effectivement, l'avis de l'endocrino, il est très important. Pourquoi? C'est justement pour voir cette association. Parce qu'un diabétique, très souvent, il n'a pas seulement un antidiabétique oral, il a peut-être 1, 2, 3, ou associé peut-être avec de l'insuline. Et c'est là l'intervention justement de l'endocrino, parce que finalement, il y a des molécules qu'on ne peut pas associer, ensemble. Par exemple, je prends l'exemple inhibiteurs, les analogues de GLP-1, on ne les associe pas aux inhibiteurs de DPP4. Et là, c'est parce qu'ils ont à peu près, entre guillemets, le même mécanisme d'action. Par contre, avec les inhibiteurs de SGLT2, oui, on peut prescrire, on peut les associer avec d'autres molécules. Voilà, donc c'était ça ma principale remarque. Et puis également, c'est surtout l'insuffisance rénale. En diabétologie, pour les inhibiteurs de SGLT2, il y a un problème très important de la fonction rénale. Il faut faire attention à la fonction quand on veut prévenir l'insuffisance cardiaque et améliorer donc, le risque rénal. Donc, on ne peut pas prescrire les inhibiteurs de SGLT2 quand la clairance est dessous de 60 et quand mon patient il est sous inhibiteur de SGLT2 qu'il arrive à une clairance à 45, les recommandations en général, du moins en Tunisie, c'est qu'on arrête ces molécules. D'accord? Voilà, une petite précision. Merci beaucoup. Merci. Sinon, on passe à la conférence d'après. C'est le Dr Jemaouli qui va présenter. Alors, il va répondre à la question « Quand faut-il rechercher une ischémie silencieuse chez le diabétique de type 2 » Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord, ok, merci. Alors, bonjour à tous. Bonjour, professeur Bouraoui. Professeur Hatem Bouraoui, bonjour. C'est professeur Maher Qassem. Je suis très content d'être là pour parler un peu de diabète et de maladies coronaires. Je voudrais remercier encore une fois donc, mon maître et ami, professeur Hatem Bouraoui, pour cette invitation. Professeur Hatem Bouraoui, j'étais interne, il était mon assistant, j'étais résident, il était mon agrégé. Donc, et depuis le Covid, le maudit Covid, c'est une occasion de se revoir pour tout le monde. Alors moi, je vais essayer de répondre à une question qui revient tout le temps. Hein. Est-ce qu'il faut comment il faut dépister la maladie coronaire chez le diabétique en fait, ou l'ischémie myocardique chez le diabétique, ou l'ischémie silencieuse chez le diabétique. En fait, ça rejoint un peu la même chose. Alors, je vais essayer en 10, maximum 15 minutes de vous convaincre du fait que la vraie question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce qu'on peut parler réellement d'ischémie silencieuse du diabétique? En fait, pour résumer toute ma présentation, je dirais qu'il y a ce qu'on appelle un paradigm shift en anglais, c'est-à-dire que tout le concept a changé et on est d'ailleurs partout en médecine, pas que dans cette thématique-là, on est plus axé sur une stratégie qui est faite d'évaluation de risque. Voilà. On évalue le risque et c'est en fonction de ça qu'on va dire oui ou non, on va pousser un peu les investigations ou non. Alors ça, c'est un poison, tout le monde le sait, hein. Le sucre, c'est un poison et c'est le premier facteur de la consommation de sucre, c'est le premier facteur de risque de survenue de diabète. Alors, ça, un petit synopsis, on va parler un peu du risque cardiovasculaire du diabétique, de ses particularités de la maladie coronaire chez le diabétique, comment évaluer ce risque et un peu les cibles thérapeutiques. Alors tout le monde le sait, c'est une maladie métabolique avec une élévation chronique de la glycémie qui est
à l'origine de dégâts majeurs au niveau du cœur, du rein, du cerveau, de l'œil, pour ne citer que les organes les plus touchés. C'est tout le système cardiovasculaire qui est touché de manière très grave, qui va conditionner le pronostic vital du patient. Et petit à petit, ça, tous les endocrinos nous le disent aussi dans les EPU, dans les congrès, c'est l'atteinte cardiovasculaire qui va conditionner le pronostic du diabète. Et il faut savoir que, petite remarque quand même, la maladie coronaire du diabétique est quelque chose de très grave. C'est quelque chose aussi qui a des particularités qui la distingue complètement de la maladie coronaire chez le non-diabétique. Alors, je vais passer en revue quelques résultats, petits résultats. Ça, c'est une étude finnoise qui date de 1998, publiée dans le New England Journal of Medicine. C'est aux alentours de 2400 patients, c'est pas beaucoup, mais c'est une étude qui montre clairement que les diabétiques qui ont un antécédent d'infarctus évoluent très mal par rapport aux diabétiques qui n'ont pas d'antécédent d'infarctus et par rapport aux non-diabétiques et les gens qui ne sont pas diabétiques qui n'ont pas d'antécédent d'infarctus. Je vous fais remarquer au passage que vous avez deux intervalles de confiance qui se croisent au milieu, le vert et le jaune, qui sont les diabétiques les diabétiques sans antécédent d'infarctus et les non-diabétiques avec antécédent d'infarctus. Donc, être diabétique ou avoir un antécédent d'infarctus, c'est un peu la même chose. Deuxième chose, on a un peu, ça on l'oublie de temps en temps, mais c'est quand même réel, ça c'est une méta-analyse de Huxley, c'est une auteure australienne qui montre que, en gros, quand on est diabétique, les femmes, en gros, ont doublement, une mortalité double en termes de maladies coronaires chez les diabétiques. Et que, qu'il s'agisse de diabète de type 1 ou de diabète de type 2, nous avons quand même une mortalité qui augmente avec quand même, pour le type 1, qui est plus importante et qui, avec la longueur d'évolution, et aussi avec les taux d'hémoglobine glyquée, notamment dans ce travail qui date de 2008, où vous avez qu'il s'agisse de mortalité cardiovasculaire en général ou de mortalité coronaire. Il s'agit toujours d'une mortalité qui est plus ou moins corrélée, on va dire, au taux d'hémoglobine glyquée. Alors, le rationnel du dépistage, c'est le bénéfice possible qu'on aura du screening, c'est-à-dire, si je cherche une ischémie ou une maladie coronaire chez le diabétique, je pourrais peut-être déterminer un sous-groupe de personnes chez qui je vais faire une conduite ou des directives qui vont nous permettre d'éviter un peu cette évolution vers les complications cardiovasculaires. Alors, j'attire votre attention ici que je n'ai nullement l'intention d'entrer dans le débat de la revascularisation myocardique parce que ça nécessite des conférences et des conférences. Il ne s'agit pas ici, je ne vais pas parler, je vais peut-être une ou deux planches concernant le bénéfice de la revascularisation. Vous savez que la revascularisation myocardique chez le patient stable, et là je parle qu'il soit diabétique ou non, chez le patient stable, vous savez que c'est quand même douteux. On sait que chez le diabétique, il y a plus de bénéfices de revascularisation myocardique, mais on sait surtout que la revascularisation myocardique est bénéfique dans le contexte plutôt instable, c'est-à-dire dans l'infarctus ou dans les syndromes qu'on a en général, et que chez le patient qui est parfaitement stable, on va devoir adopter une conduite qui sera plutôt basée sur le traitement des facteurs de risque, sur la prévention cardiovasculaire, plus que sur la revascularisation, même si celle-ci reste indiquée, comme le montre d'ailleurs, ça c'est les résultats de Barry 2D à 10 ans. Alors l'étude Barry 2D, c'était une étude grandiose qui a été publiée en 2009. Premier résultat, c'était traitement médical versus pontage et traitement médical versus angioplastie coronaire. Alors, c'était un fiasco total pour l'angioplastie coronaire. Il faut juste, et vous avez aussi les deux courbes. Les deux courbes, si vous regardez les deux courbes là en bleu et en rouge, vous avez clairement que le pontage est supérieur à l'angioplastie chez le diabétique, ça on le sait. Ça vient d'être confirmé aussi par l'étude Barry, mais que même ce bénéfice reste un peu marginal. Alors ça, par exemple, chez le non-diabétique, on sait que la revascularisation du patient stable est d'un bénéfice qui est très douteux. On sait que dans certaines situations, vous avez des lésions qui sont très proximales ou une atteinte de la fonction ventriculaire gauche systolique. On sait qu'il y a un bénéfice quand même à vasculariser chez patients. Ces patients-là, le bénéfice de l'angioplastie coronaire reste très douteux. Il n'a jamais pu être confirmé chez le non-diabétique.
Alors, chez le non-diabétique, on aura l'année prochaine, normalement en 2022, normalement, on aura les résultats de l'étude Revive BCIS. C'est une étude anglaise qui va tester pour la première fois dans l'histoire l'angioplastie coronaire dans la dysfonction VG. Ça n'a jamais été, c'était toujours des résultats de registre, des résultats d'études observationnelles. On n'a pas vraiment d'essais randomisés dans ce sens-là. Alors, pour le pontage, et je vais fermer rapidement la parenthèse, pour le pontage, dysfonction ventriculaire gauche et pontage, on sait ça avec Stitch et Stitches, c'est-à-dire avec le suivi à très long terme, à 10 ans, on sait que le pontage est supérieur au traitement médical dans la dysfonction VG. Donc là, juste pour vous dire que chez le diabétique, on a clairement un bénéfice du pontage comme option de revascularisation. Alors, je vais passer vite. Donc, dans la maladie coronaire du diabétique, vous avez une atteinte qui est diffuse. Vous avez donc une atteinte sévère du lit distal. Vous avez une atteinte qui est multitronculaire. C'est généralement pas un ou deux troncs. Et il y a aussi une moindre compensation, un très mauvais préconditionnement, post-conditionnement. On a une circulation collatérale qui se développe mal. Et on a aussi, ça pire encore, on a des anomalies de la coagulation qui font que ces malades-là, en plus du lit vasculaire qui est pourri, ils ont aussi un environnement hématologique qui est très favorable à la thrombose. Alors, les manifestations cliniques, il y a les syndromes cornéens aigus. Alors, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Voilà, ça marche. Alors, vous avez donc des plaques qui sont plus sujettes à la complication. Vous avez une chape fibreuse, là, c'est des images d'OCT. L'OCT, c'est l'imagerie par cohérence optique. C'est de l'imagerie endocoronaire par infrarouge qui vous montre que chez le diabétique, ce que vous voyez sur la planche de droite, vous avez des plaques qui sont plus diffuses, vous avez une chape fibreuse qui est plus fine, et vous avez aussi donc un cœur lipidique qui est plus volumineux par formation d'un cœur lipidique qui est plus mou, entre guillemets, qui est plus instable, et avec des phénomènes inflammatoires qui ont pu être confirmés sur les études anapathes. Pour l'infarctus silencieux, qui est aussi une autre entité de cette maladie coronaire du diabétique, il faut savoir que près de 50% des IDM ne sont pas diagnostiqués, ils ne sont pas détectés à leur survenue. Et détecter si apparition de symptômes ultérieurs ou l'imagerie cardiaque, notamment l'IRM. Et vous avez le moyen qui reste toujours valable, particulièrement pour l'atteinte transmurale. On a à peu près 4% de détection à l'ECG. Là, c'est juste pour vous montrer que les diabétiques qui ont un rehaussement tardif au gadolinium sur l'IRM, qui ont un pronostic plus fâcheux, ça c'est des études IRM. Et là, c'est un travail synthétique de Paul Valency, qui date de 2011, qui résume un peu comment l'infarctus a été détecté chez le diabétique. Alors, ce sont des études c'est des grandes études, SCOT de diabète, Field, Proactive, Barry 2D en bas, 2009, et vous avez à chaque fois, si vous regardez la colonne de Method of Diagnosis, vous avez la manière avec laquelle le diagnostic a été fait de l'infarctus silencieux, et vous regardez juste à l'extrême droite l'incidence par 1000 patients année, vous avez des taux qui restent quand même, qui sont très modestes quand on cherche l'infarctus silencieux par l'ECG. Vous avez des taux de l'ordre de 0,9 000 sur 1000 patients année. Si on cherche un peu quels sont les facteurs prédictifs, on va dire, de l'IDM silencieux chez le diabétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un IDM soit encore plus silencieux chez un diabétique, vous allez trouver sur la colonne de droite, par opposition à la colonne de gauche, où vous voyez les IDM qui ne sont pas silencieux, cliniques, vous avez à droite, vous avez un âge avancé, c'est l'évolution, donc la durée d'évolution du diabète, le fait que les patients aient déjà un antécédent de maladie cardiovasculaire, et quelque chose de très, très important, c'est la microalbuminurie, la macroalbuminurie, qui sont des facteurs prédictifs, très prédictifs pour la macroalbuminurie, très prédictifs d'IDM silencieux. Ce qui fait qu'on va y revenir, ça a été inclus donc dans la stratégie de stratification de risque. Alors, pour les épisodes d'ischémie silencieuse, qui sont une autre entité, on va dire, ce sont des épisodes qui gardent toujours un pronostic péjoratif, et ils ont une prévalence, il y a une prévalence de l'atteinte coronaire
à l'angiographie qui est très variable, qui a été cherchée par plusieurs méthodes. Bien sûr, on a utilisé toutes les méthodes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a utilisé depuis le Holter rythmique jusqu'aux méthodes d'imagerie maintenant qui sont de référence. Mais ce qu'il faut noter dans ce contexte-là, c'est que malheureusement, l'identification d'épisodes ischémiques silencieux sur toutes ces images, toutes ces techniques d'imagerie ou non-imagerie est associée à des taux d'atteinte coronaire anatomique qui est extrêmement variable. Donc, d'où une utilité qui reste aussi douteuse. Donc, avec une sévérité aussi qui est variable de ces méthodes-là, de cette atteinte, pardon. Et c'est bien évidemment, comme je vous ai dit, la prévalence est très variable en fonction du test utilisé. Le pointeur est très sympathique. Voilà. Donc, comme je le disais en introduction, il y a un paradigm shift, c'est-à-dire il faut arrêter de dire je vais chercher un peu tout venant de l'ischémie silencieuse chez le diabétique. Il faut passer plutôt vers… C'est où le détecteur? Il est où? Il est là. Voilà. Donc, de la recherche de l'ischémie silencieuse à plutôt une détermination du niveau de risque cardiovasculaire du diabétique, c'est-à-dire de voir un peu si ce diabétique est à risque de faire une maladie coronaire ou pas. Alors, en 2007, ce qui est très ancien, l'ADA ne recommande pas déjà de screener de manière systématique tous les diabétiques, ça c'est révolu. Par contre, l'ADA en 2007 insiste sur un fait qui est toujours vrai, qui reste vrai, c'est ce qu'on a montré déjà dans les planches qui ont précédé, c'est de chercher chez chaque diabétique ces critères qui sont prédictifs d'atteinte coronaire, à savoir la microalbuminurie, les anomalies électriques liées à l'ECG, la neuropathie autonome, l'hyperglycémie chronique, l'âge, le sexe, en ce qui concerne le sexe masculin cette fois-ci, et la présence de 2 facteurs de risque ou plus, ou la présence aussi d'une dyspnée d'effort inexpliquée. Ça n'a pas été bien expliqué par l'ADA dans le papier, mais ça peut être lié à plusieurs facteurs, à savoir une insuffisance cardiaque associée, une HVG, etc. Alors, ça c'est un papier qui date de 2017, par contre c'est un peu plus récent, où vous avez une méta-analyse de 5 essais cliniques qui ont comparé une stratégie basée sur un dépistage systématique de l'ischémie silencieuse versus ce qu'ils appellent standard of care, c'est-à-dire une attitude qui est plutôt attentiste avec un traitement des facteurs de risque et le fait des facteurs de risque et le fait d'attendre. Et vous voyez que si vous regardez un peu le diamant en bas, les résultats poolés montrent que, en gros, les deux attitudes ne diffèrent pas beaucoup. C'est des études qui ont utilisé soit le CG d'effort, soit la scintigraphie de perfusion. Et voilà. Je vous rappelle aussi au passage que l'épreuve d'effort, le CG d'effort classique, c'est quelque chose qui a beaucoup perdu de son importance, même chez le non-diabétique, et que la Société européenne de cardiologie, ça c'est une planche qui est tirée des recommandations sur la prise en charge des syndromes coronariens chroniques, que la Société européenne de cardiologie recommande plutôt de l'imagerie de stress et non pas l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort reste une recommandation de classe 2B dans la recherche de l'ischémie myocardique. Et que la Société européenne la Société européenne de cardiologie recommande aussi une attitude qui est basée sur l'évaluation du risque du diabétique. Lequel risque est basé sur la détermination d'une microalbuminurie, de faire un ECG de repos, de voir s'il y a des plaques carotides ou des plaques fémorales. Par contre, il y a d'autres critères qu'on a. Il y a aussi le CAC score, on va y revenir parce que ça a été repris dans de nouvelles recommandations. Sinon, pour le reste des méthodes, soit elles ne sont pas appliquées en pratique courante, à savoir l'ABI, c'est-à-dire l'index par cheville. C'est des équipes très particulières qui font de l'angiologie, qui font ça, ou alors de rechercher des plaques systématiques par le CT scan, ou alors encore la détermination de l'épaisseur de l'intima média ou les biomarqueurs circulants. Ça, comme vous voyez, c'est des recommandations de classe 3, c'est-à-dire que ce n'est pas recommandé pour évaluer de manière routinière le risque cardiovasculaire chez le diabétique. Alors, par contre, je reviens sur le CAC score parce qu'il a été inclus dans de toutes nouvelles recommandations. Pardon.
Et je vais terminer par ça. Je vais terminer par les nouvelles recommandations de la Société française qui sont très intéressantes, je vais vous montrer. Ça, c'est un travail de Baféchi qui est publié dans le JACC Cardiovascular Imaging en 2016, qui montre le lien qu'il y a entre le score calcique, ou ce qu'on appelle le score d'Agatston déterminé au scanner par un screening. Alors, si on résume un peu ce qu'il y a sur cette planche, c'est pour vous dire que le fait d'avoir un score d'Agatston ou un CAC score qui est supérieur à 400 était assez bien associé à la présence d'une ischémie sur une technique d'imagerie, notamment ici, c'est une imagerie de perfusion qui a été utilisée, et comme la Société européenne de cardiologie, la Société française aussi recommande d'ajouter le CAC score comme ce qu'on appelle un risk modifier, c'est-à-dire un modificateur du risque. Et si on passe, si ça veut bien passer, voilà, donc aux recommandations de la Société française qui ont été publiées, c'est un consensus en fait qui a été publié au tout début de l'année, c'est 2021, ça vient de paraître, hein, et où on a essayé de résumer un peu toute l'évidence scientifique sur l'évaluation du risque de diabétique, de risque de maladie coronaire et de screening de la maladie coronaire. Donc la Société française adopte aussi un peu la même classification de la Société européenne, à savoir très haut risque et risque modéré. Et si ça veut bien passer, donc le très haut risque, ce sont les gens qui ont déjà une atteinte cardiovasculaire, ce sont les diabétiques qui ont un LDL cholestérol qui est supérieur à 1,9 g par litre, une albuminurie supérieure à 300, une clairance de la créate qui est inférieure à 30, des ondes Q à l'ECG, une HVG à l'écho, ou alors une sténose périphérique supérieure à 50%. Ce qu'ils appellent à haut risque, c'est un diabète de plus de 10 ans, une atteinte donc cardiovasculaire prématurée chez quelqu'un de la famille qui est de premier degré, inférieur à 50 ans chez l'homme, 60 ans chez la femme, ou alors un facteur de risque qui est non contrôlé, le fait d'être fumeur ou avoir un taux élevé d'hémoglobine glyquée, de LDL cholestérol, l'albuminurie confirmée, la rétinopathie, maladie donc autonome, neuro-autonome, ou une activité physique, donc quelqu'un qui ne fait pas du tout d'activité physique. Ça, c'est ce qu'on appelle le haut risque. Et ce que recommande la société française donc, dans ces recommandations-là, c'est que les patients à haut risque, j'ai bientôt terminé, si ça veut bien passer, voilà. Donc, c'est d'ajouter le CAC score à ces patients-là. C'est-à-dire, vous allez reclasser, c'est ce qu'on appelle un risk modifier, c'est-à-dire, chose très importante, si ces malades-là ont un score calcique qui est supérieur à 400, ils vont passer en catégorie très haut risque. S'ils ont un score entre 11 et 400, on va discuter un peu en fonction de l'âge. Et si vous avez un risque qui est inférieur à 10, c'est plutôt un risque modéré. Et donc, si ça veut bien passer aussi, voilà. Donc, si vous êtes dans le très haut risque, vous êtes dans l'obligation de screener pour une maladie coronaire et de pousser vers la coronarographie s'il le faut, si vous avez un des tests qui est positif. Pour le reste, il va falloir suivre un peu les recommandations de cibles thérapeutiques. Alors, si je passe rapidement, ça c'est les tests, je passe rapidement sur les tests, vous les connaissez, c'est le SPECT, c'est-à-dire la scintille, l'écho de stress, le scanner et l'épreuve d'effort. Alors, pour terminer, si ça veut bien passer, pour terminer, oh là, ça devient complètement fou. Pour terminer, vous avez donc dans ce même papier, vous avez des conduites, des cibles à atteindre, à savoir aussi bien pour la pression artérielle, ça on le sait, pour l'utilisation de certaines thérapeutiques comme les bloqueurs du SRA, l'utilisation d'aspirine, l'activité physique, le régime, etc. Et sur la base de quelle périodicité vous allez appliquer cet algorithme-là. Et pour terminer, donc ne pas adopter une stratégie de dépistage systématique pour tous les diabétiques. C'est une stratégie qui n'est pas rentable. Il faut opter plutôt pour une stratégie qui est basée sur le niveau de risque et impliquer, je pense qu'on a maintenant, surtout dans certains centres hospitaliers, on a vraiment la possibilité d'inclure le score calcique au scanner pour les catégories qui sont intermédiaires à élevées. Et l'imagerie de stress, c'est l'imagerie de stress et non pas l'épreuve d'effort quand on peut le faire. Voilà. Merci beaucoup. Pour cette excellente conférence. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Merci, professeur Louis, pour cette excellente présentation. Donc, en tant que cardiologue, on est confronté tous les jours à la consultation des malades qui sont adressés pour l'examen cardiovasculaire. Ces patients sont diabétiques, mais généralement qui sont asymptomatiques, mais aussi des patients qui sont adressés aux ophtalmologues, qui sont diabétiques aussi depuis longtemps. Et le problème, que les patients ne sont pas symptomatiques. Ils sont asymptomatiques, mais il faudrait donc évaluer le risque cardiovasculaire par des examens complémentaires dont on dispose. Les recommandations, d'accord, je veux bien les suivre, mais chaque hôpital doit avoir ses propres consensus et ses propres recommandations, je dirais, selon ce qu'il a sous la main. Donc là, nous, en consultation, on n'a pas la possibilité de faire le script calcique. Donc, les échographies de stress aussi, on ne pourra pas les faire. Donc, le plus simple, c'est l'épreuve d'effort. Donc, l'échographie, donc, on tombe sur pas mal d'atteintes de patients coronariens. Généralement, ce sont des patients diabétiques qui sont, si en plus la dérogatoire, ce sont des patients parfois qui sont symptomatiques, ou bien parfois la symptomatologie n'est pas très claire par le fait qu'ils diminuent leurs efforts, ou bien qu'ils diminuent leur activité journalière. Et donc, ce sont ces patients qui ont des artérites, ce sont ces patients-là qu'on essaie d'explorer et de pousser des investigations. Donc, on va passer rapidement à la conférence prochaine qui va être présentée par le docteur Yazidi, qui est intitulée Hypertriglycéridémie chez le diabétique, faut-il traiter? Merci. L'ordinateur. Très bien. Donc, merci. Bonjour tout le monde. Donc, c'est Dr Mariam Yazidi. Je suis endocrinologue au service d'endocrinologie de l'hôpital Arabta. Et donc, je vais aborder avec vous, c'est à moins de 20 minutes, la question suivante. Faut-il traiter ou non l'hypertriglycéridémie chez le diabétique? Donc, l'hypertriglycéridémie, habituellement définie par un taux de triglycérides supérieur à 1,5 g par litre, est une situation biologique qui concerne près de 20% de la population tunisienne. Et chez le diabétique, cette prévalence est encore plus élevée et concernerait plus de la moitié des patients. Le diabétique étant d'emblée considéré comme un patient à haut risque, voire à très haut risque cardiovasculaire, est souvent sous statine en prévention primaire ou secondaire, et on arrive le plus souvent à avoir un LDL cholestérol dans les objectifs. Cependant, cette hypertriglycéridémie demeure souvent incontrôlée et serait associée à une augmentation du niveau de risque cardiovasculaire. Donc, un scénario clinique commun, celui d'un homme âgé de 58 ans, tabagique ou non, relativement bien équilibré, sous ADO, hypertendu, coronarien, en surpoids ou obèse, avec le profil lipidique suivant. Donc, un taux de cholestérol dans les normes, des triglycérides élevés, 2,8 g par litre, une hypoHDLémie, souvent associée, inférieure à 0,4 g par litre ici pour l'homme, et un LDL cholestérol contrôlé sous forte dose de statine, comme c'est un patient à très haut risque cardiovasculaire, donc sous statine de forte intensité. Donc, la question qui se pose, est-ce que je dois traiter cette hypertriglycéridémie qui persiste? Autrement dit, est-ce que je dois ajouter un autre traitement aux statines? Et surtout, si je vais traiter cette hypertriglycéridémie, est-ce que je vais avoir un bénéfice sur le plan cardiovasculaire? Est-ce que je vais améliorer le pronostic cardiovasculaire de mon patient? Donc, pour répondre à cette question, on va commencer par aborder rapidement les particularités de la dyslipidémie chez le diabétique, puis essayer de voir si cette hypertriglycéridémie est réellement associée à une augmentation du niveau de risque cardiovasculaire chez le diabétique. Et si oui, est-ce que son traitement va réduire
le niveau de risque cardiovasculaire de mon patient diabétique? Est-ce qu'il y aurait d'autres conséquences néfastes à l'hypertriglycéridémie qui pousseraient le médecin à la traiter? Pour enfin répondre à la question principale qui est de quand et comment traiter l'hypertriglycéridémie chez le diabétique. Donc, concernant la dyslipidémie du diabétique, elle est particulière par des anomalies quantitatives à type d'élévation du taux de triglycérides, d'hypo-HDLémie. Le LDL cholestérol est souvent normal ou légèrement élevé de base, indépendamment de tout traitement par statine, mais elle est surtout caractérisée par des anomalies qualitatives. Donc, ces anomalies qualitatives sont essentiellement liées à la résistance à l'insuline, puisqu'on parle essentiellement ici du diabétique de type 2, qui, par le biais de différents mécanismes que je ne vais pas détailler, va aboutir à un enrichissement des lipoprotéines en triglycérides, qui vont devenir donc larges et riches en triglycérides, les VLDL, les LDL appelés petites et denses, riches en triglycérides, et les HDL cholestérol également vont s'enrichir en triglycérides. À côté de la résistance à l'insuline, il y a l'hyperglycémie, surtout si mon diabétique n'est pas bien équilibré. Donc, cette hyperglycéridémie est à l'origine d'une augmentation de la biodisponibilité d'un substrat pour la synthèse des triglycérides, qui est le glucose, d'une part. D'autre part, elle est responsable de la glycation des apolipoprotéines, constitutives des lipoprotéines. Et cette glycation des apolipoprotéines va avoir des conséquences néfastes. Donc, la glycation de l'ApoB, des LDL cholestérol, va rendre la liaison des LDL cholestérol à leurs récepteurs donc moins importante, donc ils vont séjourner plus longtemps dans le plasma. Et également, la glycation des ApoA, des HDL cholestérol, va rendre cette lipoprotéine va moins bien jouer son rôle de captation du cholestérol libre. Donc, ces lipoprotéines riches en triglycérides, donc on va le voir rapidement, sont des molécules très hétérogènes. Donc, je ne vais pas empiéter sur le temps. Donc, en particulier, ces LDL petites et denses qui ont une demi-vie plus longue que les LDL habituels. Donc, elles s'oxydent plus rapidement et donc se lient moins à leurs récepteurs et sont préférentiellement captées par les récepteurs scavengers des macrophages, ce qui va promouvoir les cellules spumeuses. De même, donc l'HDL cholestérol est plus rapidement catabolisé et de ce fait, sa clairance va être augmentée et donc on va avoir une augmentation de tout ce qui n'est pas HDL cholestérol et ceci va favoriser le processus de l'athérogenèse. Donc le non-HDL cholestérol, je le rappelle, estime le nombre de particules plasmatiques athérogènes, donc tout ce qui n'est pas HDL, les VLDL, les LDL, les rémanents, donc toutes ces lipoprotéines athérogènes et il est calculé par la formule suivante, donc le cholestérol total moins le HDL cholestérol. Donc, on le comprend par ces bases donc, physiopathologiques que la dyslipidémie du diabétique est particulièrement athérogène. Mais réellement, est-ce que les études ont démontré que la dyslipidémie du diabétique, caractérisée par cette hypertriglycéridémie, est associée à une augmentation du niveau de risque cardiovasculaire chez le diabétique? Donc, il a été démontré que près d'un quart des patients qui ont déjà eu un événement cardiovasculaire, qui sont sous statine et dont le LDL cholestérol était bien contrôlé, avaient une hypertriglycéridémie. Et il a également été démontré que à partir d'un certain taux donc, de triglycérides, on a une augmentation du risque de survenue d'événements cardiovasculaires. Donc, on le voit ici, à partir de 1,35 g par litre. Donc, toujours, c'est ces patients qui ont déjà eu un événement cardiovasculaire qui sont en prévention secondaire sous statine. Donc, on voit malgré cela il persiste un risque cardiovasculaire résiduel lié à cette hypertriglycéridémie et qui augmente avec le taux des triglycérides. Chez le diabétique en particulier, donc, il y a une étude qui s'est intéressée aux patients qui étaient à haut risque cardiovasculaire du fait qu'ils aient déjà eu un événement cardiovasculaire ou du fait qu'ils soient diabétiques avec un autre facteur de risque cardiovasculaire. Sous statine, avec un taux de LDL cholestérol donc dans les objectifs, et on a subdivisé ces patients en deux groupes selon leur taux de triglycérides. Donc, le groupe qui avait une hypertriglycéridémie et l'autre groupe qui avait un taux de triglycérides dans les normes. Et on a remarqué que l'incidence des événements cardiovasculaires était significativement plus fréquente chez les patients qui avaient
une hypertriglycéridémie? Donc, la réponse à cette question est oui. Donc, l'hypertriglycéridémie est bel et bien associée à une augmentation du niveau de risque cardiovasculaire, en particulier chez le diabétique. Maintenant, si la réponse est oui, est-ce que le fait de traiter, de contrôler cette hypertriglycéridémie va réellement réduire le risque cardiovasculaire de mon patient diabétique? Donc déjà, de quoi dispose-t-on pour traiter l'hypertriglycéridémie? Donc, il y a les mesures générales et le traitement pharmacologique. Les mesures générales consistent tout d'abord à éliminer les causes secondaires d'hypertriglycéridémie, à équilibrer le diabète et à instaurer certaines règles hygiéno-diététiques. Donc, les causes secondaires facilement éliminées, c'est les causes iatrogènes, essentiellement la corticothérapie, les œstroprogestatifs. Il faut éliminer une hypothyroïdie et il faut éliminer un syndrome néphrotique et il faut surtout équilibrer le diabète. Donc, en effet, l'amélioration de l'équilibre glycémique permet de réduire significativement le taux des triglycérides jusqu'à plus de 70%. Donc, chez le diabétique de type 1, on arrive à normaliser le taux de triglycérides en équilibrant le diabète le plus souvent. Chez le diabétique de type 2, donc cette amélioration de l'équilibre glycémique va améliorer l'hypertriglycéridémie, mais celle-ci va le plus souvent persister. Les règles hygiéno-diététiques, il ne faudra surtout pas négliger. Contrairement à l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie est très sensible aux règles hygiéno-diététiques. Donc, la réduction de la consommation d'alcool, la réduction du poids, l'exercice physique, la consommation d'oméga 3. Donc, ici, on voit que la réduction de la consommation d'alcool peut vraiment réduire le taux des triglycérides, surtout si la consommation d'alcool est importante, donc jusqu'à 80% de réduction du taux de triglycérides. Pour la réduction pondérale, on voit que pour chaque 0,8 avec chaque kilo perdu, on arrive à diminuer le taux de triglycérides de 0,8 g par litre. De même, les exercices, surtout les exercices physiques d'aérobie, les aliments riches en oméga 3, donc tout ce qui est poisson bleu, graines de lin, huile de colza, etc., arrivent à abaisser le taux des triglycérides de 10 à 20% environ. Donc, tout ceci, bien sûr, va réduire le risque de survenue d'événements cardiovasculaires chez mon patient, mais pas seulement forcément par action sur les triglycérides. Donc, l'impact par la réduction des triglycérides est difficile à quantifier puisque toutes ces mesures vont agir également sur les autres facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'HTA et le diabète, etc. Donc, pour le traitement pharmacologique, donc, il y a les fibrates, c'est les molécules hypolipémiantes les plus connues pour abaisser le taux des triglycérides. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le mécanisme d'action des fibrates, mais c'est des molécules qui abaissent surtout les triglycérides jusqu'à 50% et qui élèvent également le taux d'HDL cholestérol. Leur impact sur l'LDL cholestérol est plus modéré, mais il a été prouvé qu'il réduisait la qualité des LDL cholestérol et donc diminuait le nombre de LDL petites et denses particulièrement hétérogènes. Donc, ceci sur le plan pharmacodynamique, mais qu'en est-il vraiment au niveau des études interventionnelles, des essais randomisés? Est-ce que les fibrates diminuent réellement le risque d'événements cardiovasculaires chez le diabétique en particulier? Donc, pour cela, 2 études se sont intéressées à cette question chez le diabétique. Il y a l'étude Field qui s'est intéressée à environ 10 000 diabétiques de type 2. Donc, qui n'étaient pas traités dans ce cas par statine et qui ont été subdivisés en 2 groupes, un groupe traité par placebo et l'autre par 200 mg de phénofibrate. Et on s'est intéressé à l'incidence des décès par cardiopathie ischémique ou par IDM. Et les IDM donc sans décès. Et après 5 ans de suivi, il n'a pas été démontré de bénéfice, donc de différence significative entre les 2 groupes, donc pas de bénéfice en termes de réduction du risque cardiovasculaire chez les patients qui étaient sous phénofibrate. Donc, la deuxième étude qui s'est intéressée aux diabétiques traités par statine et randomisés en 2 groupes. Donc, un groupe ayant reçu le phénofibrate et l'autre un placebo. Et là aussi, au terme de cette étude, après environ 5 ans de suivi, il n'a pas été démontré de bénéfice en termes de réduction donc des MACE, des événements cardiaques majeurs.
Cependant, dans les analyses post-hoc, c'est-à-dire lorsqu'on s'est intéressé au sous-groupe, notamment donc le sous-groupe de patients qui ont une hypertriglycéridémie avec une hypo-HDLémie, si on s'intéresse à ces patients en particulier, on voit qu'il y a une réduction significative du nombre d'événements cardiovasculaires, donc particulièrement chez les patients qui ont une hypertriglycéridémie. Il est à noter également que d'autres fibrates ont été évalués, donc tels que le gemfibrozil, et qui ont démontré un bénéfice sur le plan cardiovasculaire, donc chez les patients en particulier qui avaient une hypertriglycéridémie avec une hypo-HDLémie. Cependant, cette molécule donc, est contre-indiquée en association aux statines puisqu'il y a un risque accru de rhabdomyolyse et donc on ne peut pas l'associer aux statines. Donc, il y a un nouveau fibrate qui est en cours d'étude, c'est le PEMA-fibrate. C'est une nouvelle classe, un dérivé des fibrates, un modulateur des récepteurs PPAR-alpha et qui fait l'objet d'une étude dont les résultats sont attendus en 2022 et qui s'est intéressé aux patients diabétiques de type 2 ayant une hypertriglycéridémie, justement, avec une hypo-HDLémie, et qui sont sous statine avec un LDL cholestérol dans les objectifs. Et l'objectif de cette étude est de voir si, après 5 ans, le fait d'ajouter aux statines cette nouvelle fibrate, donc le PEMA-fibrate, va permettre de diminuer l'incidence, le risque de survenue d'un événement cardiovasculaire. Donc, on attend les résultats de cette étude qu'on espère positifs. Donc, outre les fibrates, d'autres molécules sont capables également d'abaisser le taux des triglycérides. Il y a la niacine, mais là, rapidement, je passe, puisque les études n'ont pas démontré de bénéfices sur le plan cardiovasculaire. Les oméga 3. Donc, les oméga 3, il y a plusieurs classes. Et à forte dose, les oméga 3 sont capables de réduire le taux des triglycérides jusqu'à 50%. Est-ce qu'il y a un bénéfice sur le plan cardiovasculaire de donner les oméga 3 à mon diabétique, en particulier en association aux statines? Donc, la plupart des études n'ont pas montré de bénéfice. Donc, cette méta-analyse qui a résumé les résultats de 10 études n'a pas montré de bénéfice en termes de réduction du nombre d'événements cardiovasculaires lorsque le patient est mis sous oméga 3. De même, chez le diabétique en particulier, il n'a pas été démontré de bénéfice. Cependant, 2 études ont objectivé un bénéfice. Dans cette dernière, donc publiée en 2019, et sur laquelle l'ESC et l'ADA ont basé leurs dernières recommandations. Donc, cette étude, c'est l'étude REDUCE-IT, a utilisé un oméga 3 bien particulier, c'est l'acide eicosapentaénoïque et plus particulièrement donc un ester hautement purifié de cet oméga 3 et elle l'a utilisé à forte dose, donc 4 grammes, et elle a comparé l'incidence des MACE chez le groupe qui a reçu donc un placebo et le groupe qui a reçu cet oméga 3 hautement purifié, donc l'icosapent-éthyle. Les patients étaient tous des patients à très haut risque cardiovasculaire, soit ayant déjà eu un événement cardiaque, soit diabétiques avec un autre facteur de risque cardiovasculaire et tous traités par statine et bien contrôlés sous statine. Et cette étude a démontré que le groupe qui a bénéficié de cet oméga 3, qui est l'icosapent-éthyle, à la dose de 4 grammes par jour, avait un risque de survenue d'événements cardiovasculaires significativement plus réduit que le groupe qui a été mis sous placebo. Donc, on a obtenu une réduction de 25% en termes d'incidence d'événements cardiovasculaires chez les patients qui étaient sous cette icosapent-éthyle. Cependant, le bénéfice n'est pas seulement attribuable à l'abaissement du taux des triglycérides, mais à d'autres propriétés qu'a cette molécule sur la dysfonction endothéliale, sur le stress oxydatif, sur l'inflammation. Donc, elle a également un effet stabilisateur de plaques. Donc, plusieurs effets bénéfiques qui permettent d'expliquer la réduction du risque cardiovasculaire chez ces patients.
Donc, pour les statines, c'est vrai qu'elles abaissent aussi le taux des triglycérides, mais là, leur prescription chez un sujet qui présente un diabète avec une hypertriglycéridémie, c'est surtout en prévention, pour réduire le risque cardiovasculaire du fait des propriétés des statines et non pas du fait de son impact sur le taux des triglycérides. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres conséquences néfastes de l'hypertriglycéridémie qui pousseraient le praticien à la traiter? Donc, il y a bien sûr le risque de pancréatite aiguë qui est observé surtout avec les hypertriglycéridémies majeures. Donc, lorsque le taux de triglycérides est supérieur à 10 grammes par litre, mais certaines études ont démontré que ce risque également existait à partir d'un taux de triglycérides supérieur à 5 grammes par litre. Et donc, le mécanisme est mal élucidé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les patients qui ont une hypertriglycéridémie majeure, supérieure à 5 grammes par litre, ont un moindre risque d'avoir un accident cardiovasculaire que les sujets qui ont une hypertriglycéridémie modérée, donc entre 1,5 et 5 grammes par litre. Pourquoi ? Parce que les sujets qui ont une hypertriglycéridémie majeure, donc leur hypertriglycéridémie est surtout liée à la présence de lipoprotéines de grande taille, telles que les chylomicrons, qui ne traversent pas la barrière artérielle, contrairement donc, aux sujets qui ont une hypertriglycéridémie modérée, dont les lipoprotéines sont hautement hétérogènes. Voilà, donc, au vu de toutes ces données, on va répondre à la question principale, quand et comment traiter l'hypertriglycéridémie chez le diabétique. Donc, les recommandations les plus récentes sur le sujet sont les recommandations américaines de 2018, les recommandations européennes de 2019, donc des sociétés de cardiologie, et les recommandations de l'ADA de 2021 qui s'est intéressée, bien sûr, uniquement aux diabétiques. Donc, pour résumer toutes ces recommandations, donc, on pourra dire que chez un diabétique qui présente une hypertriglycéridémie avec un taux de triglycérides supérieur à 1,5 g par litre, il faudra tout d'abord définir l'objectif thérapeutique. Est-ce que je dois réduire le risque de pancréatite? C'est le cas si mon hypertriglycéridémie est majeure, supérieure à 5 g par litre, ou est-ce que mon objectif, c'est de diminuer le risque cardiovasculaire de mon patient, donc d'améliorer le pronostic cardiovasculaire de mon patient. C'est le cas si le taux de triglycérides se situe entre 1,5 et 5 g par litre. Dans tous les cas, quel que soit le taux des triglycérides, quelle que soit la sévérité de l'hypertriglycéridémie, les mesures générales sont de mise. Donc, équilibrer le diabète, c'est très important. Éliminer une cause secondaire et instaurer ou encourager, insister encore plus sur les règles hygiéno-diététiques. Et puis réévaluer assez précocement en cas d'hypertriglycéridémie majeure, vu que le risque de pancréatite aiguë est assez sérieux. Donc, au bout d'un mois, on refait notre bilan lipidique et on voit le taux de nos triglycérides. On peut donc adopter les mesures générales pendant 3 mois et réévaluer si l'hypertriglycéridémie est modérée. Donc, avec ces mesures générales, on voit ce qu'il en est après mesure générale. Si j'arrive avec les mesures générales à abaisser le taux des triglycérides au-dessous de 1,5 g par litre, donc là, on va les encourager et on va continuer avec les règles hygiéno-diététiques. Si le taux des triglycérides demeure supérieur à 5 g par litre, malgré les mesures générales, là, on doit associer un traitement pharmacologique. Les fibrates, c'est le traitement hypolipémiant le plus classique, mais également on peut donner les oméga-3 ou la niacine. Si mon taux de triglycérides persiste entre 1,5 et 5 g par litre, là, comme l'objectif, c'est de réduire le niveau de risque cardiovasculaire de mon patient, je dois bien évaluer le niveau de risque cardiovasculaire de mon patient et bien définir mon objectif LDL avant tout. Donc, nous sommes dans cette situation, un diabétique avec un taux de triglycérides entre 1,5 et 5 g par litre, malgré des règles hygiéno-diététiques bien suivies, et un diabète qu'on est arrivé à bien équilibrer, à bien contrôler. Donc là, en priorité, je dois avoir un LDL cholestérol dans les objectifs. Donc, je vois le taux de mon LDL cholestérol. S'il est supérieur aux objectifs par rapport au niveau de risque cardiovasculaire de mon patient, là, je dois instaurer ou intensifier le traitement par statine et réévaluer, donc revoir le taux de LDL cholestérol. Si mon LDL cholestérol est dans les objectifs par rapport au niveau de risque cardiovasculaire, soit d'emblée, soit après
intensification du traitement par statine, là, je dois penser à rajouter un traitement pharmacologique, à associer un traitement pharmacologique aux statines. Donc, soit les fibrates, soit le fameux nouveau oméga 3, donc l'acide eicosapentaenoïque. Donc, que disent les sociétés savantes? Quelles molécules rajouter aux statines chez cette catégorie de patients? Alors, l'ESC et l'ADA préconisent plutôt l'adjonction de cet oméga 3, l'icosapent-éthyle, aux patients à haut risque cardiovasculaire, ayant une hypertriglycéridémie et dans le LDL cholestérol et dans les objectifs sous statine. Donc voilà, l'ESC pour les patients à haut risque ayant une hypertriglycéridémie entre 1,35 et 5 grammes par litre, malgré un traitement par statine, il faudra ajouter cet oméga 3 à la dose de 4 grammes par jour. De même, l'ADA recommande chez le diabétique sous statine avec un taux de LDL cholestérol contrôlé, mais un taux de triglycérides entre 1,3 et 5 grammes par litre, d'additionner, d'ajouter, d'associer à la statine cet oméga 3 qui est l'icosapent-éthyle. En plus, l'ADA se prononce sur l'association fibrate-statine. Et si on regarde les dernières recommandations de l'ADA de 2021, cette association n'est plus préconisée. Donc, ne plus associer les statines aux fibrates, vu que finalement, les études, des essais et les études interventionnelles n'ont pas démontré de bénéfices réels en termes de prévention cardiovasculaire. Donc, d'accord, et pour viser quel objectif? Donc, il n'y a pas d'objectif en termes de taux de triglycérides, c'est-à-dire l'objectif n'est pas tellement de normaliser le taux de triglycérides. Les objectifs sont exprimés en termes de LDL cholestérol et de non-HDL cholestérol. Donc, comme nous sommes chez le diabétique, donc soit des patients qui sont à haut risque, soit à très haut risque cardiovasculaire, l'objectif en termes de LDL cholestérol, c'est d'abaisser le taux de LDL cholestérol de 50% par rapport au taux de base, ou bien d'être à moins de 0,5 grammes par litre si on est un patient à très haut risque cardiovasculaire ou à moins de 0,7 grammes par litre si mon patient est à haut risque cardiovasculaire. Pour le non-HDL cholestérol, c'est pour les patients à très haut risque, il faut être à moins de 0,85 grammes par litre. Pour les patients à haut risque, à moins de 1 gramme par litre. Donc, à peu près 0,3 grammes par litre de plus que l'objectif LDL cholestérol. Voilà, donc pour conclure, les anomalies lipidiques typiques de la dyslipidémie du patient diabétique de type 2 associent une hypertriglycéridémie, une hypo-HDLémie et surtout des anomalies qualitatives hautement hétérogènes des lipoprotéines. La réduction du LDL cholestérol reste la priorité pour la prévention cardiovasculaire chez ces patients. Cependant, malgré un objectif LDL cholestérol souvent atteint sous statine, il persiste un risque cardiovasculaire résiduel chez ces patients diabétiques de type 2. Donc, l'équilibration du diabète et les règles hygiéno-diététiques doivent être considérées de première intention et elles abaissent de façon significative le taux des triglycérides. En cas d'échec, l'adjonction d'un traitement pharmacologique aux statines est nécessaire. Alors, les fibrates, oui ou non? Leur association aux statines pour réduire le risque de survenue d'un événement cardiovasculaire est controversée. Le pémafibrate, un nouveau dérivé des fibrates, est en cours d'évaluation et on attend les résultats en 2022. Enfin, l'icosapent-éthyle, qui est un oméga 3 à la dose de 4 grammes par jour, est recommandé aussi bien par l'ESC que par l'ADA aux patients à haut risque cardiovasculaire, donc en particulier aux diabétiques, qui ont une hypertriglycéridémie avec un taux de LDL cholestérol dans les objectifs sous statine. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr. Lézy, pour cette excellente présentation. Vous avez bien répondu à la question faut-il traiter l'hypertriglycéridémie chez les diabétiques. Donc, je demande à la salle est-ce que vous avez des questions. S'il y a une question, attendez l'assistante. Félicitations pour cette excellente présentation. J'ai une petite question. Est-ce que tu as eu le temps de voir, est-ce que c'est commercialisé en Tunisie? Parce que moi, j'ai essayé de voir, je n'ai pas trouvé, je ne sais pas depuis
Est-ce que l'épouse a un métier, je ne sais pas quoi. Et puis en plus, il faut que ce soit à la dose de 2 grammes, 2 fois par jour, et commercialisé en Tunisie. Et je n'ai la recette magique. Vaskepa, ou quelque chose qui commence. Vaskepa, voilà. Vaskepa. C'est pas commercialisé en Tunisie. Même en France, je crois que c'est pas commercialisé. C'est au Canada, aux pays du Golfe, dans certains pays, au Japon, je crois aussi. Dans l'Union européenne, je pense que non. Ouais, pas encore dans l'Union européenne. Même pas dans. D'accord.